Comment Vladimir Poutine, le président de la Russie, maintient-il la machine de guerre dans son pays? Elle aurait déjà dû s'effondrer. Depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, la Russie a perdu plus de 670 soldats, morts ou blessés. Les pertes en matériel ont été presque aussi désastreuses. Sur les routes ukrainiennes, environ 9 chars d'assaut sont en ruine. En outre, la Russie a perdu plus de 20 systèmes d'artillerie, 895 véhicules blindés et environ un tiers de sa redoutable flotte de la mer Noire. La situation de Poutine est devenue si grave qu'il a dû recourir à la technologie de l'Union soviétique pour maintenir la pression sur un adversaire qu'il aurait dû être en mesure de vaincre en quelques semaines. Cependant, la Russie continue de travailler. Malgré l'ampleur de ses pertes, la machine militaire russe continue de fonctionner. Plus d'armes, plus d'artillerie, plus de missiles, plus de personnel. Parce qu'il existe une force secrète derrière le dirigeant russe qui alimente cet appareil, Poutine est en mesure d'acquérir tout cela. En plus d'être nécessaire pour que Poutine continue à servir en tant que président de la Russie, il a maîtrisé l'utilisation de cette autorité au cours de son règne. Poutine est conscient qu'il est condamné sans cela. De quel pouvoir s'agit-il? Les oligarques de Russie. Dans cette vidéo, nous décrivons ces oligarques et la façon dont Poutine exerce une telle influence sur eux qu'ils se sentent obligés de continuer à financer sa guerre futile. Les quelques oligarques qui s'expriment seront également évoqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ils pourraient être les premiers d'une longue série à faire perdre à Poutine son soutien. Nous commençons par une question cruciale, décrivait un oligarque. Après sa disparition en décembre 1991, l'Union soviétique a laissé derrière elle un certain nombre d'institutions publiques qui avaient perdu leur orientation. Les riches et les puissants de Russie sont nés de cet effondrement. Ces organismes d'État ont été repris par un petit groupe de personnes, presque tous des hommes, et transformés en sociétés privatisées semblables à celles que l'on trouve dans une économie capitaliste. Cette nouvelle génération d'oligarques a pris le contrôle des mines, des banques, du pétrole, de l'industrie et de tous les autres secteurs d'État de la Russie. Ces hommes n'ont pas introduit de nouvelles idées en Russie, ils se sont contentés de gouverner les entreprises d'État qui n'avaient pas de dirigeants et qui se seraient effondrées sans eux. Comme le note Pointer, ils disposaient déjà du personnel et de l'infrastructure pour vendre au monde entier des biens et des services qui appartenaient autrefois à l'État. Il leur suffisait d'offrir une main ferme et de profiter des avantages d'une nouvelle Russie, grâce aux milliards de dollars de bénéfices qu'elle a réalisés tout au long des années 1990, cette nouvelle génération d'oligarques a rapidement pris de l'importance en Russie. La Russie est devenue une oligarchie sous leur pouvoir, car ils étaient les maîtres de l'argent. Bien que la nation ait encore des présidents et d'autres dirigeants, les énormes richesses des oligarques leur ont donné le pouvoir de façonner la législation et de s'assurer que la Russie continuait à servir leurs intérêts et leurs résultats. Ils formaient l'élite de la Russie. Vladimir Poutine entre en scène. Au tournant du millénaire, Poutine a terminé son ascension rapide dans les rangs politiques russes. Alors que l'Union soviétique s'effondre autour de lui en 1991, l'ancien officier du renseignement extérieur du KGB quitte son emploi pour se lancer dans une carrière politique. Il s'est installé à Moscou en 1996 et a rejoint le cabinet du président Boris Eltsine. Après la démission d'Eltsine, il est devenu président par intérim de la Russie après avoir été Premier ministre pendant 3 ans. Après avoir remporté une élection, M. Poutine est devenu le président officiel de la Russie en mai 2000. M. Poutine était pleinement conscient de l'influence des oligarques russes. Travaillant dans l'administration d'Eltsine, il en avait été personnellement témoin et prévoyait d'améliorer certaines choses. Poutine a invité 21 des hommes les plus riches de Russie à une réunion au Kremlin quelques mois seulement après avoir remporté les élections. Lors de cette conférence, il a directement accusé ces oligarques d'être responsables de l'effondrement de l'économie russe. « Je veux attirer votre attention sur le fait que vous avez construit cet État vous-même », leur a-t-il dit, faisant allusion à la Russie qui a subsisté après la chute de l'Union soviétique, selon NPR. M. Poutine a reconnu que les oligarques y étaient parvenus grâce aux institutions politiques et semi-politiques qu'il contrôlait, et il a fait comprendre qu'il devait s'interroger pour déterminer la raison de la situation actuelle de la Russie. Cependant, il ne s'agissait pas pour Poutine d'informer les oligarques que sa Russie moderne ne les accueillerait pas, il les a plutôt informés qu'il était temps d'aller droit au but et de faire en sorte que leur engagement avec lui soit aussi ouvert et respectueux que possible. Poutine n'avait pas l'intention de se débarrasser des oligarques, il avait plutôt l'intention d'établir un système dans lequel, s'il lui grattait le dos, il gratterait le leur. Il a donc proposé un marché aux 21 hommes extrêmement riches. Il les laisserait jouir du butin de leur richesse mal acquise s'ils se soumettaient à son pouvoir et l'aidaient dans les choix qu'il prévoyait de faire pour la Russie. Les méga-yachts peuvent rester, les maisons et les milliards de comptes bancaires de ces hommes riches peuvent en faire autant. Tout ce qu'ils auraient à faire serait de s'assurer que Poutine et ses partisans restent financièrement impliqués, jouant ainsi le rôle de distributeurs automatiques de billets pour le nouveau dirigeant russe. La majorité a accepté
accepté l'offre de M. Poutine. Selon NPR, ceux qui n'ont pas accepté se sont souvent retrouvés dans des prisons sibériennes sur la base de fausses accusations ou, dans le pire des cas, sont décédés dans des circonstances inexplicables. Prenons le cas de Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky a pu conclure des accords douteux avec le gouvernement de l'ancien président russe sous le règne d'Eltsine, ce qui lui a permis d'acquérir une participation majoritaire de 78% dans Yukos, une société pétrolière d'État. À l'époque, cette société valait 5 milliards de dollars et il a fallu à Khodorkovsky un peu plus de 300 millions de dollars pour acquérir ses actions. Khodorkovsky a donc profité de la corruption du système russe pour devenir très rapidement l'homme le plus riche de Russie. Il s'est également révélé être un gestionnaire compétent, capable de mettre sur pied sa nouvelle entreprise. Le problème, c'est que Khodorkovsky se considérait comme influent en politique. Au début des années 2000, il ne se contentait pas de parrainer des groupes anti-Poutine, mais investissait également du temps et des ressources pour influencer les hommes politiques du Kremlin. Il semble que Khodorkovsky n'ait pas été impressionné par les mises en garde de Poutine à l'égard de ses amis, alors même qu'il négociait une fusion entre Yukos et le géant pétrolier américain ExxonMobil. Le magnate du pétrole a affronté Poutine à la télévision, l'accusant de corruption avec une autre compagnie pétrolière publique. Ce n'est pas possible pour Poutine. Lors d'une escale en 2003, le dirigeant russe a envoyé des agents camouflés dans l'avion privé de Khodorkovsky. L'oligarque a été arrêté sous la menace d'une arme et accusé de fraude et d'évasion fiscale, accusation probablement fabriquée de toutes pièces pour donner à Poutine une raison de l'emprisonner en Sibérie. Khodorkovsky, l'une des personnes les plus riches de Russie, a passé plus de 10 ans en prison. En ce qui concerne Yukos, Poutine s'est emparé de l'entreprise et l'a confiée à un collègue du nom d'Igor Sechin. Durant cette période, Poutine s'est trouvé dans une situation paradoxale. Les oligarques sont la seule raison de son accession au pouvoir. Ils l'ont soutenu financièrement lorsqu'il a fondé Unity, le parti politique aujourd'hui connu sous le nom de Russie Unie. En coulisses, les milliardaires ont tiré les ficelles pour que Eltsine remporte miraculeusement les élections présidentielles russes de 1996, offrant ainsi à Poutine une voie d'accès au pouvoir en entrant dans le gouvernement du président déchu. En échange d'un succès électoral et d'une protection contre les rivaux politiques, Eltsine et les oligarques ont promis de rendre l'appareil à Poutine en le nommant Premier ministre. À ce moment-là, le président de la Russie a dû faire face à certaines conséquences, soutenues par des individus comme Boris Berezovsky et Vladimir Gazinsky, qui ont utilisé leur chaîne de télévision et leurs publications pour présenter au reste de la Russie ce candidat inconnu. Poutine est devenu président. Dans une certaine mesure, ces mêmes oligarques ont été contraints de faire des concessions. Les oligarques qui pensaient que Poutine leur rendrait des comptes pour le rôle qu'ils avaient joué dans son ascension ont été déjoués par le dirigeant russe une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Poutine a utilisé ses contacts pour éliminer les milliardaires qui n'étaient pas d'accord avec lui ou qui étaient prêts à le dénigrer en public, mais il n'a pas aboli l'oligarchie en tant que concept. Au contraire, il s'est assuré que lui et ses alliés en profiteraient. Le dirigeant russe a également ouvert la voie à l'émergence des Siloviki, une nouvelle classe d'oligarques. Cette nouvelle race d'oligarques a acquis ses richesses et son influence directement grâce à son affiliation à Poutine, alors que les premiers oligarques de Russie avaient acquis leur position de pouvoir en prenant le contrôle d'organisations gérées par l'État. Igor Sechin, dont il a été question plus haut, en est un excellent exemple. Fervent partisan de Poutine, il s'est vu confier le contrôle d'une entreprise pétrolière de plusieurs milliards de dollars après que Poutine eut fait arrêter Khodorkovsky. Le fait que Sechin n'ait aucune idée de la manière de gérer une telle entreprise n'a aucune importance. Ce n'était pas le but, c'était un homme qui avait une dette envers le dirigeant russe parce que Poutine lui avait apporté une grande fortune. Et Sechin avait donc suffisamment d'argent et serait tout à fait disposé à en fournir chaque fois que Poutine le demanderait. Je vous gratte le dos si vous me grattez le mien. Sechin fait partie des membres éminents de la nouvelle génération oligarchique de Poutine. La majorité d'entre eux ont des antécédents comparables à ceux du président de la Russie. On pense que Sechin était un officier du KGB dans les années 1980 qui a travaillé en Afrique de l'Est. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, lui et d'autres individus comme lui ont profité de sa décision de renationaliser un certain nombre d'entreprises russes. La reprise du contrôle de ces secteurs a permis à Poutine de nommer à la tête de ces entreprises des hommes qui partageaient ses idées sur ce que devrait être la Russie contemporaine. L'ère des réformes initiées par Gorbatchev et Eltsine n'existera plus. Poutine et ses Siloviki souhaitaient un retour à l'époque où la Russie possédait un véritable empire et une présence géopolitique significative. Ainsi, nous commençons à comprendre pourquoi la machine de guerre de Poutine en Ukraine dépend si fortement des milliardaires. Il a passé 20 ans à essayer de se débarrasser des oligarques russes qui refusent de se plier à ses exigences. Poutine est censé être connu pour ses exécutions obscures, ses accusations bidons et ses arrestations, et lorsque le dirigeant russe parvient à évincer un oligarque qui refuse d'obéir à ses instructions, il renationalise l'entreprise de l'oligarque et la confie à un bénéficiaire consentant dont Poutine sait qu'il se conformera à ses souhaits. La loyauté s'est récompensée pour
pour des hommes comme Sechin. Il a été l'assistant de Poutine dans les années 1990 lorsque le dirigeant russe commençait sa carrière politique et il a collaboré avec lui pendant des décennies. En 2008, il a travaillé dans les coulisses de M. Poutine en tant que vice-premier ministre. Il dirige aujourd'hui une entreprise qui produit 6% du pétrole mondial et emploie 300 personnes. Cette entreprise n'est pas Yukos. En 2006, l'entreprise a déposé son bilan, très probablement en représailles, contre Khodorkovsky, mais cela n'a rien à voir. Sechin a simplement été placé à la tête d'une autre entreprise pétrolière, une juste récompense pour son allégeance, peut-être. Toutefois, cette récompense est assortie de conditions. Poutine veut que ses amis réussissent, c'est pourquoi Sechin n'est pas à la tête d'une énorme entreprise pétrolière. Il occupe ce poste parce que Poutine peut utiliser les profits substantiels réalisés par son entreprise pour atteindre ses objectifs en tant que dirigeant de la Russie. L'objectif actuel est de mener à bien sa mission militaire spécifique. Tout au long du règne de Poutine, l'histoire de Sechin s'est fréquemment racontée. Le président de la Russie désigne un oligarque qui ne respecte pas les règles. Par tous les moyens, il l'élimine et le remplace par un ami dévoué qu'il peut ensuite manipuler. Il s'agit d'une stratégie rusée et trompeuse qui permet d'accéder aux liquidités de certaines des plus grandes entreprises russes et qui fait affluer des milliards de dollars dans les réserves de la Russie tout en enrichissant Poutine et les hommes qu'il a désignés comme ses nouveaux oligarques. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, l'Occident était au courant de tout cela. C'est pourquoi les États-Unis et l'Europe ont imposé des sanctions non seulement contre la Russie, mais aussi contre les oligarques que Poutine a mis au pouvoir. On espérait que ces hommes cupides verraient leurs comptes bancaires étrangers saisis et que l'Occident prendrait des mesures qui affecteraient leurs activités et se retournerait éventuellement contre Poutine. Même si Poutine a réussi à placer des loyalistes à des postes élevés en Russie, il doit encore faire preuve de respect à l'égard de l'autorité que ces hommes détiennent désormais. L'objectif des sanctions, qui comprennent des interdictions de voyager, des saisies d'actifs et de bateaux, ainsi que des limitations de leurs pratiques commerciales, était de ponctionner les comptes bancaires des Russes les plus riches tout en les empêchant d'aider Poutine dans sa campagne militaire secrète. Cette pression pourrait persuader les oligarques de dire à Poutine que sa guerre n'en valait pas la peine. Le problème, c'est que cette stratégie n'est pas aussi efficace que dans les années 1990 lorsque la Russie disposait d'une véritable oligarchie. Bien que la nouvelle génération d'oligarques de Poutine détienne toujours une autorité significative, leur influence sur le Kremlin est bien moindre que par le passé. Dans un article publié en mai 2022 sur les sanctions occidentales contre les oligarques russes, Vox a mis en lumière ce fait. Ben Judah, chercheur principal à l'Atlantic Council, aurait suggéré que l'idée que des oligarques individuels puissent influencer la pensée de Poutine était une interprétation erronée du fonctionnement de la Russie d'aujourd'hui. Il a affirmé qu'il ne s'agissait pas du fonctionnement actuel de la Russie, mais plutôt de celui d'il y a 15 ou 20 ans. Monsieur Judah note également que la distance entre Monsieur Poutine et les milliardaires qu'il a installés au pouvoir s'est accrue. Monsieur Judah affirme que Monsieur Poutine a pris la décision de s'engager pleinement en Ukraine pratiquement tout seul. Par conséquent, croire que les sanctions contre les oligarques de la génération Silviki susciteront suffisamment de dissensions pour entraîner un changement significatif est au mieux un vœu pieux. Poutine continuera à recevoir l'argent auquel il a droit de la part des personnes qu'il a nommées à des postes d'autorité et il utilisera cet argent pour maintenir sa machine de guerre. Cela signifie-t-il que Poutine ne se soucie pas des oligarques russes? Absolument pas. Même s'il a pris ses distances avec les anciens décideurs de la Russie, le dirigeant du pays reconnaît néanmoins l'importance de les maintenir en place. Il a mis ce personnel en place pour que l'argent continue d'entrer dans ses coffres et dans ceux de la Russie. On les appelle les money men. Nous en arrivons donc à une autre question. Comment les oligarques russes aident-ils Poutine aujourd'hui? Poutine continue d'enrichir les hommes les plus riches de Russie, quelles que soient les dissensions qui couvent en coulisses. Le fait que les sanctions occidentales ne soient pas aussi efficaces qu'elles le devraient y contribue. En évitant l'Occident et en s'appuyant sur ses alliés, la Russie a réussi à vendre ses principaux produits de base, notamment le gaz et le pétrole. Elle n'y est pas parvenue toute seule. En réalité, malgré sa rhétorique sur le renforcement des sanctions à l'encontre des milliardaires russes, l'Occident a une part de responsabilité dans le fait que des fonds continuent d'affluer sur leurs comptes bancaires. Selon un rapport de Politico datant de septembre 2024, au cours du premier semestre 2024, les alliés occidentaux ont acheté pour environ 2 milliards de dollars de carburant produit à partir de pétrole russe. En fin de compte, une solution de contournement était nécessaire. Malgré l'interdiction d'importer du pétrole directement de Russie, l'Union européenne et ses alliés occidentaux ont laissé une faille dans leurs sanctions. Le pétrole russe reste à leur disposition. Il suffit que le pétrole soit d'abord raffiné dans un autre pays. Venons-en à la Turquie. Le cœur de cet investissement de 2 milliards de dollars dans le secteur pétrolier russe consiste en 3 raffineries en Turquie. Le pétrole que ces raffineries achètent à Moscou est d'abord traité avant d'être vendu aux pays occidentaux qui ont tenté d'interdire la vente de pétrole russe. Cette lacune a été exploitée par la Turquie à son avantage. Ces achats de pétrole russe ont augmenté de 34%
54% en 2023. Ces achats ont encore augmenté de 70% en 2024. Le problème a été révélé par Vaibhav Raghunandan, analyste au Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. L'essence provenant de Turquie est 10% moins chère pour l'UE que celle provenant d'Arabie Saoudite. Toutefois, les clients ne bénéficient d'aucune de ces économies. Quel est le rapport avec la machine de guerre de Poutine et les oligarques ? Il s'agit simplement d'affaires et de transactions. Les oligarques que l'Occident tente de pénaliser bénéficient des 2 milliards de dollars que la Turquie a dépensés pour le pétrole russe. Poutine utilise ensuite les impôts qu'il perçoit sur ses revenus pour financer les opérations du Kremlin, ce qui lui permet d'engager 200 soldats supplémentaires par mois dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Cette faille a été contestée par l'Ukraine parce qu'elle continue de refuser à la Russie la prime de raffinage qu'elle recevrait autrement sur le carburant. L'UE affirme qu'elle est acceptable. Toutefois, il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres de la manière dont la Russie s'y prend pour maintenir l'afflux d'argent dans le pays. Les oligarques continuent de payer à Poutine leurs impôts et leurs pots de vin avec cet argent. Le système mis en place par le dirigeant russe dès le début de son règne continue de fonctionner. Compte tenu de leur rentabilité, pourquoi les oligarques envisageraient-ils de se révolter? Pour souligner ce point, les milliardaires russes sont devenus encore plus riches au cours de la première année environ de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En 2022, la fortune collective des 88 milliardaires russes s'élevait à 353 milliards de dollars. En avril 2023, ils étaient 110 et leur fortune totale s'élevait à 505 milliards de dollars, soit 152 milliards de plus que l'année précédente. La guerre de Poutine n'a pas seulement enrichi les oligarques russes déjà riches, mais plus de 2 douzaines d'autres ont vu leur fortune personnelle passer de centaines de millions à des milliards. Les oligarques n'ont toutefois pas fait les choses à leur manière. Leur fortune totale s'élevait à 606 milliards de dollars l'année précédant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le chiffre de 353 milliards de dollars pour 2022 représente donc une baisse notable. Toutefois, en 2023, la fortune combinée des oligarques avait augmenté de plusieurs milliards, les rapprochant ainsi de leur niveau d'avant-guerre. À l'approche d'avril 2024, les oligarques continuent d'accumuler des richesses. Ensemble, ils ont augmenté leur fortune de 72 milliards de dollars supplémentaires, ce qui la porte à 577 milliards de dollars, soit moins de 30 milliards de dollars de moins qu'avant le conflit. La transformation par Poutine de la Russie en une économie de guerre qui a donné à ses amis de nombreuses occasions d'accroître leurs richesses malgré les sanctions occidentales est en partie responsable de cette évolution. Ces milliards sont également augmentés par la hausse des prix des matières premières et par des défauts tels que le problème de raffinage du pétrole mentionné plus haut. En 2023, l'économie russe a connu une croissance encore plus rapide que celle de tous les pays du G7, avec une augmentation du PIB de 3,6%. La question de savoir pourquoi les oligarques bouleverseraient le statu quo tout en agissant comme des bandits pendant la guerre de Poutine se pose une fois de plus. En réalité, depuis 2 ans et demi, peu de choses ont changé pour l'élite russe. Elle doit désormais faire face à quelques désagréments mineurs, comme le blocage des avoirs à l'étranger et parfois l'impossibilité de voyager. Cependant, elle continue à faire des bénéfices, et parce qu'ils continuent à gagner de l'argent, ils restent fidèles à Poutine et réinvestissent les milliards de dollars qu'ils reçoivent dans la machine de guerre russe parce que c'est lui qui les a placés à des postes d'autorité. Les oligarques profitent même de cet entonnoir en raison de l'économie de guerre de la Russie. Ils sont rémunérés pour produire le carburant et l'armement dont Poutine a besoin pour poursuivre sa guerre. Les oligarques et Poutine sont mutuellement dépendants. En raison de leur allégeance à Poutine, les oligarques accumulent des richesses et Poutine utilise cette allégeance pour obtenir les ressources dont il a besoin pour financer la guerre en Ukraine. En outre, Poutine dépend de ces milliardaires pour plus que le simple financement de la guerre. Ils sont également les bailleurs de fonds des efforts déployés par la Russie pour influencer le processus démocratique dans d'autres pays. La Russie a dépensé plus de 300 millions de dollars depuis 2014 pour influencer les législateurs et les autorités électorales dans plus de 24 pays, selon un rapport de septembre 2022 de Radio Free Europe. En général, ces fonds sont envoyés à des groupes de front d'extrême droite et à des groupes de réflexion qui les distribuent ensuite aux partis politiques que Poutine souhaite voir au pouvoir. Le département d'État américain affirme avoir trouvé ces 300 millions de dollars. Si l'on inclut les paiements non déclarés, il est probable que le chiffre réel soit beaucoup plus élevé. Plus récemment, en octobre 2024, Politico a rapporté que le Kremlin avait réussi à mettre en place un réseau de type mafieux pour fournir de l'argent aux Moldaves avant un référendum crucial qui déciderait de l'adhésion ou non du pays à l'UE.
Viorel Chornoturnu, chef de la police moldave, a déclaré que la Moldavie était confrontée à un phénomène dont elle n'avait jamais été témoin auparavant, la corruption d'électeurs, la guerre hybride et la désinformation. Selon Politico, les enquêteurs moldaves ont retracé le mouvement de plus de 15 millions de dollars de fonds russes sur les comptes d'environ 130 zéros moldaves en un seul mois, ce qui prouve que M. Poutine est tout à fait disposé à dépenser de l'argent pour obtenir les résultats électoraux qu'il souhaite dans d'autres pays. Quel est le lien avec les oligarques? Quelle est, selon vous, la source de tout cet argent? Poutine utilise l'argent qu'il tire de ses fidèles Silviki pour influencer les élections dans d'autres pays. Pour les oligarques, c'est une excellente nouvelle si les élections tournent bien pour la Russie. Un pays influencé par la Russie est plus susceptible de lui acheter des biens. Cela signifie que les oligarques reçoivent de l'argent supplémentaire qu'ils transfèrent ensuite sur le compte bancaire de Poutine et ainsi de suite. Parce que cette position leur permet de gagner encore plus d'argent, les oligarques russes continuent de soutenir Poutine. Ils sont également prêts à endurer des difficultés comme celles qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. Ils se sont enrichis grâce à Poutine. En outre, il a démontré sa capacité à trouver des moyens de les rendre encore plus riches à mesure que le conflit en Ukraine se poursuit. Tant que les oligarques continuent à soutenir Poutine, le système profite à toutes les parties et Poutine fait tout son possible pour le maintenir. Chatham House a publié un document sur les récentes initiatives de privation en Russie en octobre 2023. Sous l'influence de Poutine, le bureau du procureur général de Russie a déposé plusieurs plaintes contre d'importantes sociétés russes au cours de l'année. Dans presque tous les cas, les actifs de l'entreprise ont été saisis et remis à l'État. Ensuite, Poutine a suivi l'exemple qu'il avait donné lors de la première purge des milliardaires dans les années 1990. Il a nommé de nouveaux dirigeants qui, par coïncidence, partageaient ses convictions. Poutine a nié que cela se produisait. Il a affirmé que le bureau du procureur général ne faisait qu'exercer ses fonctions. Le fait que les associés de Poutine se soient retrouvés avec plus d'autorité et que le dirigeant russe ait gagné en influence grâce à cet effort n'est qu'une coïncidence. Chatham House cite de nombreux exemples de ces privations qui, selon Poutine, n'ont pas lieu. Le processus de privatisation qui a abouti à la création de la société russe Metafrax Chemicals a été jugé illégal par les tribunaux russes en septembre 2023. C'était il y a plus de 30 ans. En raison de cette action rétroactive, la Russie détient désormais 94,2% des actions de Metafrax, transformant ainsi l'entreprise en une société d'État. L'année précédente, dans une affaire connexe, la Russie a limogé Vagit Alekperov, le président de Lukoil. Il était alors président de la société depuis une trentaine d'années. Léonid Fedin, vice-président de Lukoil, a brusquement pris sa retraite peu après l'éviction d'Alekperov. À eux deux, il détenait environ 20 milliards de dollars d'actions de Lukoil. Un certain Vadim Vorobyov, ami du premier chef de cabinet adjoint de M. Poutine, a pris leur place. Après avoir pris sa retraite, Alekperov s'est vu décerner l'ordre russe du mérite pour la patrie. Il a également appris la mort étrange de Ravel Maganov, collaborateur de longue date et ancien président du conseil d'administration de Lukoil, tombé du 6e étage d'un hôpital géré par le Kremlin. Coercition, meurtre, déportation forcée et menaces. Tout ce qu'il faut à un dirigeant russe pour lancer une campagne de privation qui attirerait une nouvelle génération d'oligarques à sa cause. En Russie, les oligarques continuent d'avoir du poids, mais l'influence de Poutine leur a conféré cette autorité, et la raison en est que Poutine positionne cette nouvelle génération de milliardaires de manière à pouvoir compter sur eux pour le soutien financier et matériel de sa machine de guerre en Ukraine. Nous en arrivons à la dernière question. Les oligarques ont-ils une chance de persuader Poutine d'arrêter la guerre? Les plus petites lueurs sont présentes. Les sanctions occidentales, selon Vox, ont montré aux oligarques russes que leur influence était limitée, même si elles n'ont pas eu l'effet escompté. Les sanctions ont également montré à quel point leur richesse est liée à un dirigeant autoritaire qui se contente de prendre des décisions globales importantes sans les consulter. Certains membres de l'élite russe pourraient être si furieux de ces faits qu'ils décideraient de se révolter contre Poutine en mordant la main qui les nourrit. Certains l'ont déjà fait. Selon The Guardian, plus de 15 zéro millionnaires russes, soit environ 15% de la population millionnaire de Russie, sont largement répartis en Ukraine, 4 mois seulement après le début du conflit. Malgré leur richesse, ces personnes ne sont pas des oligarques. Néanmoins, on observe une nette tendance des Russes fortunés à s'inquiéter de l'impact des sanctions occidentales sur leur fortune. Le 27 février 2022, quelques vrais oligarques ont fait entendre leur voix. La guerre ne sera jamais la solution, ont écrit Mikhail Friedman et Oleg Deripaska, le premier étant le propriétaire d'origine ukrainienne du fonds d'investissement privé Letter One. Oleg Deripaska a également lancé un appel à la paix sur le site de réseau social Telegram, affirmant qu'il était un homme d'affaires ayant des obligations envers ses milliers de travailleurs en Russie et en
Ukraine en tant que PDG de l'entreprise d'aluminium Rusol, en raison des allégations de fraude formulées par l'Ukraine en août 2023. Friedman figure actuellement sur la liste des personnes recherchées au niveau international. L'exemple le plus récent des remarques anti-guerre de Deripaska s'est produit en août 2024 lorsqu'il a plaidé pour un cessez-le-feu et a qualifié la guerre de Poutine de folle. Cela a conduit certains à penser que Deripaska représentait des soldats russes. Après ces remarques, on peut se demander s'il restera longtemps un oligarque. Par conséquent, plusieurs oligarques sont opposés à la guerre de Poutine. Nous pouvons également supposer que plus d'un couple qui a exprimé sa désapprobation à l'égard des activités de Poutine a peur de le critiquer par crainte de perdre son argent et sa vie. Pour Poutine, cette crainte est cruciale. En garantissant que les Russes les plus riches ne conservent leur emploi que grâce à son influence, Poutine a créé une oligarchie qui n'en a que le nom et exerce sur eux un pouvoir considérable. Qu'ils le veuillent ou non, les milliardaires continueront à financer la machine de guerre de Poutine tant que les choses resteront en l'état. Mais que pensez-vous des oligarques en Russie? Si la plupart des citoyens les plus riches du pays se rebellaient contre Poutine, celui-ci serait-il obligé de les écouter? Ou bien se contenterait-il d'écarter les déloyaux pour faire entrer davantage d'amis plus disposés à contribuer à son effort de guerre? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous.